Théo et Célestin par Clarissandre. Un froid après-midi de décembre, alors qu'il gèle à pierre fendre, assis à l'arrière de l'auto de sa mère, Théo a le cœur bien gros et l'estomac si noué qu'il ne parvient pas à avaler son goûter. Tout à l'heure à la récré, sous le sombre préau, Théo de nouveau s'est fait insulter et molester par une bande d'affreux jojo, petits bonhommes pas plus hauts que 3 pommes. Ces petites terreurs des années n'ont pas attendu le nombre pour montrer leur valeur, leur humaine part d'ombre. Ils s'entêtent dans leurs erreurs et Théo les a en horreur. Pour un prétendu petit défaut, qui, paraît-il, ne le rend pas beau, le pauvre enfant est ainsi régulièrement victime des mauvais traitements de garnement, comme lui à peine âgé de 5 ans. Un véritable harcèlement, qui le laisse souvent haletant et pantelant. Il en souffre infiniment, mais de honte il ose rarement en parler à ses parents, et de grands mensonges le racontent pour expliquer les méfaits qu'il ne peut cacher. De l'avant, le compte à rebours est presque achevé, et sur le chemin du retour, Théo et sa mère s'arrêtent pour faire de Noël les dernières emplettes. Au fond du parking, sur un large trottoir, a été installé un éphémère dépotoir, où s'amoncellent pêle-mêle divers détritus, emballages et sapins vendus. De vilains sapins, petits ou grands, de diverses variétés, à l'aspect gâté par le transport ou le stockage aux conditions parfois sauvages. Le regard de Théo se pose sur l'un de ces sapins, pour lequel Dame Nature dans ses dons se montra fort pingre. Un sapin difforme, tout malingre, au tronc fin et biscornu, aux branches tordues, certaines trop touffues, d'autres d'aiguilles largement dépourvues. Un pauvre petit sapin arrivé là par erreur, car pour son allure peu flatteuse, pour tout sylviculteur honteuse, son sort était tout tracé. À l'infâme mort il était d'emblée condamné, à la déchiqueteuse vouée. L'observant attentivement, Théo sent sa poitrine se gonfler, sa gorge se serrer. À son sort il ne peut s'empêcher de s'identifier. Soudain, rayonnant et enthousiaste, il s'écrie « Maman, maman, il faut sauver Célestin !» Sa mère, interloquée, lui demande qui est Célestin. Lui montrant du doigt le petit sapin ne ressemblant à rien, il lui répond « Lui, Célestin, le petit sapin !» Célestin, le petit sapin, le sauver, le ramener à la maison, ce truc informe, que veux-tu en faire ? Interrogea-t-elle avec dédain. Nous avons déjà un magnifique sapin, celui-ci est vraiment affreux, s'il est que personne n'en veut. À ces mots, Théo éclate en gros et irrépressibles sanglots. Il loquette d'émotion sous les yeux médusés de sa mère, puis reprenant difficilement son souffle, il jette, dans un cri déchirant, « Moi aussi je suis pas beau !» La pauvre maman, bouleversée, choquée et sidérée, ne peut d'abord que dans ses bras fortement le serrer, le bercer et l'embrasser. Puis, venue de la profondeur du cœur maternel, la douceur des mots d'amour éternel apaise, rassure et console l'enfant. Souvent les mots font défaut, ou sont vains, pour apaiser de vifs et grands chagrins. Rarement ceux des mamans. Théo et sa mère regagnent enfin leur maison avec Célestin. Pourquoi ce prénom ? Pure invention ? Fruit de l'imagination du petit garçon ? Non. Ces 2 jeunes êtres malmenés, pour leur physique également mal aimé, se sont comme par magie mentalement connectés. Théo a ressenti et compris toute la tristesse du petit sapin rejeté et abandonné comme un déchet. Il a entendu, tel un souffle, un murmure au creux de l'oreille, son prénom, Célestin, et son désir d'orner un salon pour Noël. Le petit sapin connaît bien des histoires de Noël blanc, de festins familiaux, de rires d'enfants, de chants et de cadeaux, mais également des histoires de détresse et de grande solitude. Il rêve d'apporter lui aussi un peu de chaleur à un intérieur triste et froid, un peu de joie et de lumière à ceux dont les jours et les cœurs ont parfois le poids d'une pierre. Après négociation, Célestin reste privé de l'hospitalité de la maison, mais, le lendemain de son arrivée, est intronisé roi du jardin. Tout de guingois, par une astuce dont il a le secret, le grand-père de Théo réussit à le planter presque droit. Reste à faire le plus délicat,
le décorer pour Noël comme il se doit. Oui, mais voilà. Il ne reste que de vieilles guirlandes endommagées et boules de couleur dépareillées. Peu importe. À cet inconvénient, avec un peu de jugeote, il sera vite remédié. Mamie le promet. Elle envoie Théo et son papy cueillir et ramasser pommes de pin, noix, glands, marrons, gui ou jolis cailloux. Elle ajoute à leur récolte et trouvailles des noyaux de litchi décorés et vernis, des perles, coquillages et sonnailles, des lampions de carton et aluminium, des rubans colorés de papier métallisé, de vieux santons et copeaux de bois. Tout un bric-à-brac, joliment disposé et arrangé en guirlandes ou suspensions improvisées. Tout de briques et de broc, mais du naturel pour l'essentiel, et non d'Asie, l'artificiel plastique, le toc. Théo est ravi de cette décoration authentique, au résultat à nul autre pareil. Mais son avis n'est pas partagé par les voisins, qui, d'abord observateurs goguenards, se transforment en censeurs hilars. Le petit sapin décoré, les parents et enfants du quartier l'a risé, moqué et hué sans pitié. Cependant, Théo, qui a une longue discussion avec ses parents et grands-parents au sujet des gens bêtes et méchants, stoïquement les désarme en souriant. Théo et Célestin l'ignorent, mais ils ont des admirateurs de leur grand cœur, des admirateurs bien cachés, au ciel mais aussi à leur côté, car, ne l'oublions pas, ce jardin, comme tous les jardins, est enchanté. De nombreux elfes, fées, lutins et farfadets habités. Depuis peu, celui-ci abrite en grand secret une célèbre fée électricité. Elle est arrivée à la fin de l'été afin de s'y reposer et de calmer ses nerfs mis à rude épreuve depuis l'hiver. Fée électricité est en pétard car point de racontard, canular ou farce carambar. C'est écrit dans tous les canards. Cet hiver point de fêtard ou couche-tard, y veillera le père Fouettard. En effet, tous les jours depuis des mois, les médias et leur blabla le répètent. Les archaïques centrales nucléaires bientôt à l'arrêt pour maintenance et les panneaux photovoltaïques ne donneront peut-être plus assez de lumière pour la trêve des confiseurs. Fée électricité est ainsi continuellement menacée d'être privée des fêtes de Noël et de fin d'année. Quelle horreur! Privée de Noël, elle en a perdu le sommeil. Arrive enfin la nuit tant attendue du 24 décembre, la douce et sainte nuit, où nul ne devrait être sans amis, seul avec ses ennuis. 21h et patatras, le quartier dans le noir complet est plongé. De même, en ville, plus aucune lumière ne brille. Malgré ses récents cours de relaxation et de yoga, Fée électricité, dans tous ses états, est survolté au point de disjoncter, de quelques instants perdre pied avec la réalité. En transe, l'appel à l'aide au divin Père elle lance. Oui, à Dieu, le Père de toute créature, y compris des fées, lutins, elfes et farfadets, quoi qu'en disent tous ceux qui ont la haine des traditions ou légendes jugées païennes. Toutes les énergies de vie, infinies, positives et bienveillantes, se lient. Fées, elfes, lutins et farfadets, bienheureux, saints, anges, séraphins et archanges s'unissent dans une seule et même fervente prière. Dans les maisons, pour beaucoup, c'est la déception ou la désolation. Plus de lumière, de chauffage, d'eau chaude, de télévision. Pour les réveillons, certains, sans façon, aux chandelles, mangent froid, se réchauffent ou cuisinent au feu d'une cheminée ou d'un poêle à bois, mais pour beaucoup, la fête est gâchée. Autant aller se coucher. À minuit passé, mais bien avant Potron Minet, Théo et ses parents sont doucement réveillés par une très belle musique. Une harmonie de harpe et hautbois semble venir d'au-delà les toits. Une douce clarté filtre sous un bolet mal fermé. Par réflexe, le père de Théo tente d'allumer sa lampe de chevet, mais non, toujours pas d'électricité. Intrigués, tous trois descendent l'escalier sans anicroche, fastoche avec les lampes torches. Arrivés dans le salon, dont ils n'ont pu baisser le volet de la baie vitrée, ils ont la surprise de le découvrir éclairé par une lumière venue de l'extérieur. Pourtant l'électricité est toujours coupée. Et cette musique quasi céleste, la musique des anges, comme dit Théo. Surpris, un peu inquiet, il s'approche lentement,
à pas hésitants, de la grande fenêtre. Et là, oh mon Dieu, Célestin! Enlacé, bouche bée, le cœur gonflé, étreint d'une indicible émotion, les yeux de larmes embuées, ce sont les seuls mots qu'ils peuvent prononcer. Dehors, dans le jardin, sous un ciel pur étincelant d'étoiles, sous une pleine lune d'argent, Célestin, leur Célestin, le petit sapin, est transfiguré. Par la grâce de la Sainte Trinité, sa taille a triplé. Tout nimbé, auréolé, il irradie, brille d'une lumière divine et sublime qui ruisselle du ciel à son pied comme une neige cristalline. Il rayonne et illumine tout le jardin et même ceux des proches voisins. Ces derniers, par la musique céleste, eux aussi, finalement tirés de leur lit, se regroupent dans les ruelles. Certains sourient, d'autres prient, tous sont éblouis, ébahis et ahuris par ce sapin rayonnant de la clarté du firmament en cette douce et sainte nuit de Noël. Pourtant, au petit matin, plus personne ne se souvient de rien. Aucune photo ou vidéo ne subsiste. Personne, à l'exception des êtres féeriques et angéliques dont la prière a été exaucée, de Célestin dont le rêve magnifié a été réalisé, de Théo qui seul a su voir avec le cœur au-delà des apparences, les parents et grands-parents de l'enfant, et Armand le vieux chat errant, borgne et boiteux, du quartier l'habitué, de l'enfant le compagnon, le tendre confident. Un peu avant minuit, il s'était réfugié et sagement endormi au pied de Célestin, le petit sapin, sans toucher à ses décorations. Au matin, Armand a recouvré la vue et ne boite plus. Miraculeusement grandi pendant la nuit, Célestin reste toutefois difforme. Le vilain petit canard ne devient pas beau cygne. Mais pourquoi seule l'intégrité et la beauté physique seraient-elles susceptibles de rendre un être aimable, ou pire, digne de vivre? Clarisse Cendre, le 23 décembre 2024.